Un serveur verse de la soupe bouillante sur la tête d'un adolescent noir pour avoir commandé trop, ignorant que son père est propriétaire de toute la chaîne de restaurants. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun adolescent noir ne devrait être brûlé vif pour avoir simplement passé commande le feront avant que cette histoire ne commence. C'est beaucoup de nourriture pour quelqu'un qui est probablement venu avec un coupon. Les mots s'échappèrent de la bouche de Colby comme du venin, bas mais suffisamment tranchant pour trancher le bourdonnement des couverts et du jazz doux. Il ne regarda pas le garçon en face, laissa simplement les mots flotter, empreints de dédain, plus significatifs pour le serveur nerveux à côté de lui que pour le jeune homme de 15 ans assis à la table 9. Le serveur, un adolescent dégingandé aux cheveux rasés et au regard incertain, eut un rire crispé et gêné. Il ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien du tout. Elijah Monroe, assis près des hautes vitrines de Hart et Ladle, ne se doutait pas qu'on se moquait de lui. Il était trop concentré sur la chaleur du soleil qui se reflétait sur le bois poli de la table, trop excité par les plats qu'il venait de commander. 4 soupes. 3 accompagnements. Des petits pains frais. C'était le genre de commande qu'il ne ferait jamais un jour normal, mais ce jour-là n'était pas normal. C'était son anniversaire. Il ajusta les manches de sa chemise, effleurant un pli près du poignet. Son jean était impeccablement repassé. Ses baskets propres. Tout en lui était calme et pensif, de la façon dont il posait sa serviette sur ses genoux à la façon dont il observait la lueur des bougies vacillant dans le petit porte-verre au centre de la table. Il n'était pas ostentatoire, juste curieux, légèrement penché en avant comme pour s'imprégner de l'atmosphère du bistrot chic qui l'entourait. Le serveur, Colby, avait immédiatement attiré son attention. Plus âgé, la trentaine, un peu pointu. Sa mâchoire était serrée et sa chemise blanche parfaitement pliée, comme repassée avec plus de colère que d'amidon. Il avait une fine moustache et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quand Elijah avait poliment énuméré sa commande, d'une voix ferme et respectueuse, Colby l'avait répété sur un ton moqueur, comme s'il annonçait une blague absurde à toute la salle. 4 soupes, hein? C'est ambitieux, avait dit Colby en griffonnant le texte avec une aisance exagérée. Et 3 accompagnements. Tu dois mourir de faim. Elijah, inconscient du mépris qui se cachait derrière ces mots, s'était contenté d'acquiescer. Oui, monsieur. J'ai hâte de tout goûter. Mon père a dit que je pouvais choisir ce que je voulais. Les yeux de Colby s'étaient plissés à ces mots. Il ne le croyait pas une seconde. Pour Colby, le garçon ne ressemblait pas à quelqu'un dont le père appartenait à un endroit comme Hart et Ladle. Et cette supposition, cette voix discrète dans sa tête qui lui murmurait des mensonges, commença à nourrir quelque chose de plus sombre en lui. De retour en cuisine, tandis que les cuisiniers se déplaçaient avec la précision de mains expertes, Colby était déjà en colère. Mais Elijah restait en dehors de tout cela. Il s'était adossé à sa chaise, contemplant le quartier commerçant de Meadownval, les devantures des magasins luisant dans la lumière de fin d'après-midi, les passants enveloppés dans des écharpes et les bavardages. La ville s'agitait doucement autour de lui, inconscient du moment qui commençait à mijoter en lui. Il prit son téléphone et envoya un texto à son père. « Commandé. J'ai hâte. Tu vas adorer cet endroit. » Quelques instants plus tard, la réponse arriva. « Déjà fier de toi. Sois respectueux, profite bien de ton moment. Je ne suis pas loin. » Elijah sourit, puis rangea son téléphone. Il ignorait que Marcus Monroe, son père, ce titan discret de l'hôtellerie-restauration, avait fabriqué la chaise sur laquelle il était assis. Au sens figuré, du moins. Hart et Ladle était l'un des centaines de restaurants du Monroe Dining Group. Mais Marcus ne l'avait jamais dit à Elijah. Aujourd'hui, il voulait juste que son fils se sente spécial, pas important. Et pendant quelques minutes, Elijah se sentit important. Un serveur passa devant sa table, débarrassant les verres vides d'un couvert voisin. Elijah hocha poliment la tête. Le serveur hésita, ouvrit la bouche comme pour parler, puis s'éloigna. Il jeta un coup d'œil nerveux vers la porte de la cuisine. Dans la cuisine, Colby était adossé au comptoir, les bras croisés. Le ticket de commande imprimé se recroquevillait légèrement sous la lampe chauffante, mais il ne fit aucun geste pour le lui passer. Ses doigts tapotaient le métal en rythme. Tic, tic, tic. Comme s'il comptait à rebours jusqu'à quelque chose que lui seul pouvait voir. Ses lèvres étaient serrées, et ses yeux ne clignaient pas tandis qu'il fixait l'étroite fenêtre qui menait à la salle à manger. Il voyait le garçon assis là. Souriant. Detendo.
Tendant. Tu crois que tu peux entrer ici et gâcher le menu comme si c'était chez toi? Murmura Colby. Le sous-chef à côté de lui haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Colby avait des sautes d'humeur. Tout le monde le savait. Mais celle-là était différente. De retour dehors, Elia n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se demandait quelle soupe arriverait en premier. Bisque de tomates, peut-être. Ou lentilles au curry rouge. Les odeurs qui émanaient de la cuisine étaient riches et enivrantes. Il en sentait presque déjà la chaleur. Il prit une autre gorgée d'eau, ajusta légèrement son col et jeta un coup d'œil au siège vide en face de lui. Son père serait bientôt là. Il rirait, discuterait, peut-être même prendrait-il une photo. Cette pensée le fit sourire à nouveau. Derrière lui, des pas résonnèrent dans la cuisine. Confiance. Lens. Measures. Colby émergea, portant un plateau dans une main et un bol en métal dans l'autre, la vapeur s'élevant régulièrement. Son sourire était large, trop large. Le genre de sourire qui n'a pas sa place dans une salle à manger. Le serveur le suivit à quelques pas, hésitant sur le seuil, son regard oscillant entre Elia et le bol. Il semblait vouloir dire quelque chose. Mais il ne le fit pas. Elia se redressa, sentant un mouvement, et, instinctivement, se brossa les cheveux. Il se tourna légèrement vers le serveur qui approchait. « Oh, genial. » C'est ça. Colby l'interrompit en posant brusquement le plateau. Il tenait le bol fumant dans son autre main comme un trophée. « Voilà, mon garçon d'anniversaire, » dit-il avec une pointe de venin derrière sa voix faussement joyeuse. Elia cligna des yeux, confus. « Pardon, c'est quoi ça ?» Colby ne répondit pas. Son sourire s'élargit. « J'espère que tu l'aimes chaud. » Elia n'imaginait pas que ce repas deviendrait un moment inoubliable. La louche se leva haut, son bord métallique brillant dans la lumière de la cuisine, laissant couler des filets de soupe de lentilles au curry rouge bouillante dans la marmite fumante. La poigne de Colby était ferme, ses jointures pâles, et ses yeux rivés sur une étrange détermination tordue. La chaleur embuait légèrement ses lunettes, mais il ne scia pas. Derrière lui, les bruits d'une cuisine affairée continuaient. Le cliquetis des casseroles, le sifflement des oignons sautés, le léger ronronnement du lave-vaisselle, mais pour Colby, il s'estompait. Il n'entendait que les battements dans sa poitrine et une pensée vacillante dans son esprit. « Donne-lui une leçon. »« Aide-moi à le porter » aboya Colby en tendant le bol en métal vers le serveur, un adolescent dégingandé nommé Ronnie. Les mains de Ronnie tremblaient légèrement tandis qu'il attrapait le bord du plateau. « Qu'est-ce que c'est pour ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue, presque brisée. Colby força un sourire, les dents serrées. Du calme. Juste une petite blague pour notre invité d'honneur. Le garçon qui fête son anniversaire veut un traitement 5 étoiles? On lui sert chaud. Ronnie eut un souffle coupé. Il regarda à nouveau la soupe, épaisse, comme de la lave, bouillonnante quelques secondes plus tôt. Colby, je ne crois pas. Tu réfléchis maintenant? Tu croyais que ton boulot était d'obéir aux ordres. La voix de Colby baissa, tranchant comme une lame la peur de Ronnie. À moins que tu veuilles que je dise à Lou que tu as encore fait tomber des verres. Ronnie s'étout, déglutissant difficilement. Il savait que la menace n'était pas vaine. Ensemble, ils poussèrent la porte battante et entrèrent dans la salle à manger. La chaleur de la cuisine laissa place à l'élégance tamisée de l'ambiance signature de Hart et Ladle. Des notes de jazz flottaient paresseusement dans l'air, la douce lueur des bougies vacillait sur les tables polies, et le murmure des bavardages du soir recouvrait la pièce comme une couverture. Aucun des clients ne remarqua ce que Colby portait. Personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Elia se redressa à sa table, inconscient de l'orage qui approchait. Il venait de poser son téléphone, souriant faiblement au dernier message de son père. « Soyez respectueux, profitez de votre moment. Je ne suis pas loin. » Il se redressa légèrement, prêt à impressionner son père. Peut-être que ce dîner resterait gravé dans sa mémoire pendant des années, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour son attitude. Il ne vit Colby que lorsqu'il fut presque à table. « Voilà, mon garçon » annonça Colby d'un ton bien trop joyeux, tendu sur une pointe de venin. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'espère que tu l'aimes chaud. » La louche pencha. Un flot de soupe au curry rouge bouillante jaillit, décrivant un arc de cercle dans l'air avant de s'écraser sur le cuir chevelu d'Elia dans un sifflement violent.
Le liquide brûlant s'accrocha à sa peau, s'enfonçant dans son cou et à l'arrière de sa tête comme un feu griffu. Elia n'eut même pas le temps de se retourner. Son corps se cambra instinctivement tandis qu'un cri surnaturel s'échappait de sa gorge, à vif et brisé. Les chaises raclèrent en arrière. Les verres se brisèrent. Les couverts claquèrent sur les assiettes tandis que les convives se levaient d'un bond, les yeux écarquillés d'horreur. Une femme poussa un cri si fort qu'il résonna au plafond. Un homme laissa tomber sa cuillère en pleine bouchée. L'odeur d'épices et de chair brûlée se mêla de manière écœurante aux arômes raffinés du restaurant. Colby recula de 2 pas, le visage imprégné d'une fausse panique. « Oh hack là là !» « J'ai glissé !» cria-t-il, sa voix s'élevant juste assez pour trancher le chaos. Il écarta les mains et baissa les yeux vers Elia, feignant la stupeur. Quelqu'un a dû, il y avait de l'eau par terre. Son regard se perdit, cherchant une bouée de sauvetage. Un témoin. Un allié. Un bouc émissaire. Il n'en trouva pas. Elia se tordait par terre, se tenant la tête entre les mains, la soupe continuant de lui brûler la peau. Ses cris étaient brefs, paniqués, la douleur submergeant ses sens. Ses doigts se recroquevillèrent involontairement, ses ongles raclant le carrelage poli. Sa chemise lui collait au dos tandis que la chaleur se propageait. Il y voyait à peine. Tout n'était que brouillard, bruit et souffrance insupportables. Un jeune homme, installé près de la fenêtre, se leva d'un bond, retira sa veste en cuir et se précipita aux côtés d'Elia. « Tiens-toi tranquille, gamin. Respire, dit-il d'une voix tendue par l'urgence. Il s'agenouilla près de lui, pressant délicatement la veste contre le cou d'Elia pour absorber la chaleur tout en protégeant sa peau exposée. Il leva brusquement les yeux. Appelez une ambulance. Tout de suite. Le restaurant, autrefois empli de conversations murmurées et de doux sons de jazz, s'anima d'une agitation frénétique. Les serveurs se bousculèrent. Un chef apparut dans l'embrasure de la porte, stupéfait. Quelque part près de la cuisine, une voix cria « Allez chercher de la glace, tout de suite. Des serviettes, quelque chose. » Le directeur, Neil Danning, sortit de l'arrière-boutique, son bloc-notes toujours à la main. Ses yeux s'écarquillèrent en apercevant Elia par terre, le corps du garçon tremblant, l'air autour de lui chargé de vapeur. Mais Neil ne laissa pas tomber le bloc-notes. Il ne s'agenouilla pas immédiatement. Au lieu de cela, il scruta la pièce comme un homme essayant d'évaluer les risques. Désastre médiatique, blessure de client, procès. Les chiffres dansèrent dans son esprit avant que la compassion ne finisse par prendre le dessus. Il s'accroupit près d'Elia et chercha le bras du garçon à tâtons. « Mon fils, tu m'entends ? Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, mais sa voix manquait de chaleur. Ses yeux continuaient de scruter, de réfléchir. Elia ne répondit pas. Il était pétrifié de douleur, recroquevillé sur lui-même, les lèvres remuant mais sans prononcer un mot. Près d'une des chaises renversées, le téléphone d'Elia vibra à l'endroit où il était tombé. L'écran s'illumina d'un nouveau message « Je viens de me garer. Soyez là dans 1 minute. » Le nom de l'expéditeur était simplement « Papa ». À l'étage, derrière une vitre teintée, un homme âgé vêtu d'un costume gris parfaitement coupé observait en silence. Il se tenait seul dans une salle de visionnage privée réservée aux investisseurs de haut niveau, l'un des espaces les plus discrets de la chaîne. Son téléphone plaqué or reposait sur une petite table en marbre à côté de lui. Sans quitter des yeux le chaos en contrebas, il le décrocha et passa un appel. « Ça a commencé », dit-il doucement, puis raccrocha. En bas, Colby tenta de reculer. Il se dirigea vers la cuisine, reculant lentement, comme si de rien n'était. Mais quelqu'un lui barra le passage. Le serveur. Celui-là même qui l'avait aidé à porter le plateau, qui se tenait à côté de lui dans la cuisine, incertain. Le jeune homme se tenait maintenant devant la porte battante de la cuisine, les poings serrés, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Tu l'as brûlé exprès », dit le serveur d'une voix tremblante, mais suffisamment forte pour attirer les regards. « Tu es ri avant qu'on parte. » Je t'ai entendu. L'expression de Colby se durcit. Il se pencha vers lui, la voix basse et menaçante. « Tais-toi. Ou tu seras le prochain. » Samaquar esi contracta. Ses jointures blanchirent autour du plateau qu'il tenait toujours. Le serveur ne bougea pas, mais son souffle se bloqua. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Marcus Monroe entra,
le bourdonnement discret d'une portière de voiture de luxe résonnant encore faiblement à l'extérieur. Il marchait d'un pas calme et posé, sans courir, sans crier, mais ses yeux brûlaient. Il observa la scène d'un regard circulaire. La chaise renversée, les convives paniqués, le garçon recroquevillé de douleur, le sol trempé de soupe. Son expression ne changea pas. Il marcha droit vers Elia, s'agenouilla près de lui et posa doucement une main sur son dos. Le garçon tressaillit, puis se calma légèrement, reconnaissant la présence, la voix. « Je suis là, fiston », dit Marcus d'une voix ferme mais douce comme l'acier. « Je te tiens maintenant. » Et avec ça, tout autour de Marcus commença à changer. L'odeur de peau brûlée et d'épices piquantes emplit l'air lorsque les ambulanciers franchirent la double porte. Un silence s'abattit sur le restaurant, seulement interrompu par la respiration saccadée d'Elia et le bruissement des gants en latex. Marcus Monroe se tenait tel une statue à côté de son fils, le visage indéchiffrable tandis qu'un ambulancier inclinait doucement la tête d'Elia pour évaluer l'étendue des brûlures. Des cloques avaient déjà commencé à se former, s'étendant sur le cuir chevelu et le cou du garçon, furieux et gonflé. 3e degré, peut-être plus profond, marmonna l'un des ambulanciers en ouvrant une poche de gel réfrigérant. Marcus ne réagit pas. Il tourna lentement les yeux vers Neil, le gérant du restaurant, qui se tenait à quelques mètres de lui, s'efforçant d'avoir l'air inquiet, mais visiblement secoué. « Le nom du serveur » dit Marcus d'une voix calme et mesurée. Neil déglutit difficilement. « Colby, monsieur. » Mais, monsieur, c'était un accident. Il a dit qu'il avait glissé. Marcus pencha légèrement la tête, le regard perçant et pénétrant. « Vous en êtes certain ?» Neil cligna des yeux, déstabilisé par la question. Ses mains s'agitèrent. « On va enquêter. » Sans un mot de plus, Marcus s'écarta, sortit son téléphone et s'éloigna de quelques pas. Il composa un numéro de mémoire et attendit la tonalité. « Activez l'opération tablier de fer », dit-il simplement d'une voix ferme mais froide. À 50 km de là, au 30e étage du siège du Monroe Dining Group, une alerte rouge s'est déclenchée sur un panneau de contrôle jusque-là silencieux. Une équipe interne spécialisée, sélectionnée par Marcus des mois plus tôt, est entrée en action. En quelques secondes, les écrans se sont allumés et des fichiers ont commencé à être extraits de bases de données sécurisées, de dossiers d'employés, de registres d'incidents et d'historiques de plaintes. Tous les documents liés au restaurant Hart et Ladle de Middownval étaient affichés. Ils n'enquêtaient pas seulement sur un serveur, mais sur toute la culture d'un restaurant. De retour à Middown, Marcus observa Elia être soigneusement installée dans l'ambulance. L'ambulancier en chef se retourna pour donner les derniers détails, mais Marcus fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe noire et or, scellée d'un cachet de cire aux armoiries de la famille Monroe. Sans un mot, il la lui remit fermement. « Remettez cela directement au médecin traitant. Personne d'autre, » ordonna Marcus. L'ambulancier hoka la tête et ferma les portes. Alors que l'ambulance s'éloignait, les murmures à l'intérieur du restaurant s'intensifièrent. Les convives chuchotaient derrière les menus, certains enregistraient encore, tandis que d'autres feignaient d'être absorbés par leur soupe, trop gênés pour lever les yeux. Mais tous les regards se tournèrent vers l'homme au costume gris anthracite qui n'avait pas élevé la voix une seule fois et qui pourtant avait complètement transformé l'atmosphère de la salle. Dans la salle de pause du personnel, Colby était assis, affalé sur une chaise en plastique, les mains tremblantes sur ses genoux. Un verre d'eau, intact, était posé sur la table devant lui. Les néons au-dessus bourdonnaient faiblement. Son téléphone vibra, le redressant brusquement. Il baissa les yeux, suspendu en attente d'examen interne. Sa gorge et sa ceja. Quoi? Non, non, ce n'était pas moi, marmonna-t-il à voix haute, essayant de croire à son propre déni. Il leva les yeux et vit le jeune serveur debout dans l'embrasure de la porte. Le visage du garçon était pâle, les lèvres pincées, les mains crispées le long du corps. « Vous l'avez brûlé exprès », dit doucement le serveur, la voix crispée par la peur et la fureur. Colby se redressa, sur la défensive. « Tais-toi, ou tu seras le prochain », siffla-t-il. Le serveur ne bougea pas. Sans regard any vacilla. Puis retentit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brusquement, un bruit qui ne correspondait pas au léger balancement d'une entrée normale. Des pas lourds et précis suivirent. Les épaules de Colby se contractèrent comme frappées. Marcus Monroe entra dans la salle à manger,
sa présence indéniable. Il avançait lentement, méthodiquement, chaque pas posé. Chaque serveur, cuisinier et client se figèrent sur place. Personne n'osait parler. Il dépassa la foule médusée et s'arrêta juste avant le pupitre du directeur. Son regard scruta la salle, absorbant la peur silencieuse, les murmures, les tentatives superficielles d'excuses qui se formaient déjà sur des lèvres tremblantes. Son regard se posa finalement sur Neil, qui se tenait raide derrière le comptoir. « Je veux toutes les images, » dit Marcus. « Ce soir. S'il manque quelque chose, je suppose que c'est intentionnel. » Neil hocha la tête, ravalant sa faible défense. Colby, toujours caché derrière le mur de la salle de pause, jeta un coup d'œil et vit Marcus debout là où il se tenait quelques instants plus tôt, calme, calculateur et parfaitement maître de lui. Il se baissa, le dos contre le mur, comme s'il pouvait disparaître dans les cloisons sèches. Il ignorait que les caméras avaient déjà été retirées. Il ignorait que Marcus avait programmé une inspection surprise le soir même, faisant intervenir des auditeurs fédéraux de la sécurité alimentaire et un consultant média d'un grand média. Ils étaient censés évaluer la qualité du service pour une série documentaire anniversaire. Mais maintenant, c'était tout autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux. Colby avait cru que son mensonge tiendrait. Qu'une glissade avec un bol de soupe pouvait passer pour un service maladroit. Que la direction paniquerait et balayerait l'affaire sous le tapis, comme tant de plaintes auparavant. Mais l'homme qui se tenait devant n'était pas seulement une figure influente. C'était un père. Et pire pour Colby, il était le patron de son patron. Quelque part à l'extérieur du bâtiment, on entendait faiblement les sirènes de police se rapprocher. Marcus ne s'y a même pas. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de restauration. C'était devenu un lieu de règlement de compte. Et les illusions de contrôle de Colby s'effondraient plus vite qu'il ne pouvait les atteindre. Et pourtant, Colby croyait toujours pouvoir s'en tirer. Le soleil matinal perçait les stores du Marlin Ridge Medical Center, projetant de longues ombres sur le sol stérile de la chambre 408. Le bourdonnement discret des machines n'était interrompu que par le bip régulier du moniteur cardiaque près du lit d'hôpital d'Elia Monroe. Sa tête, enveloppée de gaze blanche, reposait doucement sur l'oreiller tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement et superficiellement. La nuit précédente avait été chaotique. Sirènes, lumière clignotante, journalistes entassés sur le perron du restaurant, mais maintenant, tout était calme. Marcus Monroe était assis près du lit, les yeux rivés sur le visage de son fils. Sa veste de costume était soigneusement pliée sur ses genoux, tandis que ses manches de chemise étaient retroussées, révélant des avant-bras puissants et tendus. Sa main droite tenait celle d'Elia, ferme mais prudente, comme si la pression seule pouvait ancrer son fils dans le présent. Sans prévenir, Elia remua. Ses doigts tressaillirent. Marcus se pencha, le souffle coupé. Les yeux du garçon s'ouvrirent brusquement, hébétés et vitreux. Pendant un instant, il regarda la pièce avec confusion, clignant des yeux sous la lumière crue des néons de l'hôpital. Puis il grimaça, la douleur revenant comme une fumée qui s'infiltre dans une pièce fermée. « Papa » croassa Elia, la voix rauque et sèche. « Je suis là, fiston » dit Marcus doucement en passant une main sur la joue débandée d'Elia. « Je suis là depuis le début. » Le regard d'Elia tremblait, des larmes lui emplissaient les yeux. Il déglutit avec difficulté. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Marcus inspira brusquement. Cette question brisa quelque chose en lui. « Non, » dit-il d'une voix empreinte de fer. « Mais l'homme qui t'a fait du mal est sur le point d'apprendre ce que signifie vraiment le mal. » Le silence qui suivit ne fut pas paisible, c'était le genre de calme qui précède une tempête. À travers la ville, l'incident de la soupe bouillante avait déjà embrasé Internet. Un clip d'accent grave peine 20 secondes, filmé depuis le téléphone d'un client, s'était répandu sur tous les réseaux sociaux. Le cri d'Elia. Les fausses excuses du serveur, stupéfait. Le flot de personnes qui se déplaçaient. Tout était là, joué en boucle, décortiqué par des présentateurs de journaux télévisés, des influenceurs et des inconnus. Les hashtags affluaient. Hashtag Justice for Elijah. Hashtag Foyerity Hunt. Hashtag Point the Abolition. Pourtant, face au tollé grandissant, Marcus gardait le silence. Pas d'interview. Pas de publication sur les réseaux sociaux. Pas même un communiqué de presse. Tandis que le monde spéculait, il ne se concentrait que sur une chose,
la guérison d'Elia. Mais silence ne signifie pas immobilité. Le lendemain midi, Marcus avait organisé une conférence de presse. Le lieu était symbolique, le magasin phare de Hart et Ladle, à Westbridge Plaza, au cœur même de l'image de marque de l'entreprise. Le podium se dressait sous un large auvent cramoisi, flanqué de 2 hautes jardinières et de rangées de journalistes, micros et bloc-notes à la main. Les caméramens ajustaient leurs objectifs. Des passants curieux se penchaient par-dessus les cordes, chuchotant des théories. Les employés se tenaient au premier rang, certains les yeux écarquillés d'inquiétude, d'autres blêmes de honte. À midi exactement, Marcus sortit par la porte latérale du restaurant. Sa démarche était assurée, sa posture imposante. Le silence se fit aussitôt. Il monta sur l'estrade sans regarder ses notes. Il n'en avait pas besoin. « Je m'appelle Marcus Monroe », dit-il d'une voix calme mais grave, chaque syllabe sonnant avec précision. « Je suis le fondateur et propriétaire de cette chaîne de restaurants. » Un halètement collectif parcourut la foule. Certains employés échangèrent des regards choqués. Même le directeur régional, debout juste en retrait de la scène, parut surpris. Marcus continua, les yeux rivés au loin. « Et mon fils a été agressé avec de la soupe bouillante par l'un des nôtres. » L'air se fit plus lourd, comme si tout le monde avait cessé de respirer en même temps. J'ai examiné chaque témoignage, chaque angle de prise de vue, chaque seconde de ce qui s'est passé, dit-il. Ses mains agrippèrent les bords de l'estrade, aussi stables que du marbre. Il n'y a pas eu d'accident. Il y avait une intention. Les journalistes levèrent les mains, les caméras cliquèrent furieusement, mais Marcus ne s'arrêta pas. L'homme responsable a prétendu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Il a dit que le sol était mouillé, qu'il avait trébuché, qu'il n'avait pas eu de mauvaises intentions. Mais nous avons tous vu les images. Nous avons entendu ces paroles. Des paroles moqueuses. Des paroles punitives. Il a balayé le public du regard. Cette entreprise a débuté avec une promesse, servir les gens, pas seulement la nourriture. Et quand cette promesse est rompue, quand un enfant est abandonné dans la souffrance sur le sol d'un restaurant, on ne peut pas dire que c'est une erreur et s'en aller. On l'admet. Du fond de la foule, quelqu'un a murmuré, « Il va les enterrer ». La voix de Marcus baissa légèrement, comme une lame enveloppée de velours. Et à cause de ça, ça ne finira pas tranquillement. Ça finira légalement, financièrement et définitivement. Il s'est rapproché du micro, les yeux fixes. Colby Walker va subir des conséquences qu'aucune chaleur ne pourra jamais effacer. Colby Walker verrouilla la porte du sous-sol de son cousin de l'intérieur, tira les lourds rideaux et se laissa tomber sur le canapé grinçant dans un bruit sourd et essoufflé. Son téléphone vibra pour la 50e fois ce matin-là, alertes infos, appels manqués, SMS de numéros inconnus. Il le jeta comme s'il brûlait. Une petite télévision vacillait à travers la pièce. L'image était figée sur une photo de l'incident. Elia Monroe, en train de crier, la soupe lui brûlant le cuir chevelu. Sous l'image, des lettres en gras défilaient en bas de l'écran. Agression ou accident. Indignation nationale après l'incendie d'un adolescent dans un bistrot haut de gamme. Les mains de Colby tremblaient. Il marmonna pour lui-même, essayant de garder son sang-froid. C'était juste une blague. Une blague stupide. C'est une réaction excessive, juste du bruit sur Internet. Mais même en le disant, il n'y croyait pas. Au fond, il savait que cela ne s'arrêterait pas. 2 comtés plus loin, au siège du Monroe Dining Group, l'opération « Tablier de fer » battait son plein. Dans une salle sécurisée du 30e étage, une carte numérique s'illuminait, les balises de localisation clignotant en rouge. Les analystes tapaient sur leur clavier, extrayant les dossiers des employés, examinant les plaintes signalées et ouvrant des rapports d'incidents depuis longtemps enfouis dans les systèmes internes. Un spécialiste des données nommé Raymond Harris survolait un écran, les yeux plissés en ouvrant le dossier de Colby Walker. 3 plaintes officielles en 6 mois, dit-il à voix haute. Tout émanant de clients issus de minorités. Toutes marquées aucune mesure prise. Une autre voix derrière lui ajouta « Et regardez, la même formulation à chaque rejet. Le client a réagi de manière excessive. » Le silence se fit. Le schéma était indéniable. Raymond cliqua sur un dernier onglet. Une note, supprimée et archivée, datait d'il y a 4 mois. On pouvait y lire
Walker fait preuve d'une hostilité persistante envers les clients adolescents, en particulier ceux de couleur. Recommander une révision. Le fichier avait été effacé, mais pas la sauvegarde. Et la personne qui l'avait supprimé? Neil Danning, le directeur de la succursale de Midtown Vale. Marcus Monroe se tenait dans son bureau, dominant la ville. Il tenait un téléphone contre son oreille, d'une voix froide et basse. « Ne vous en prenez pas d'abord au serveur, dit-il. Allez-y, prenez ceux qui l'ont couvert. » Quelques minutes plus tard, 2 assistants juridiques entrèrent chez Hart et Ladle Middownval. Neil était assis dans son bureau, les yeux rivés sur le fil d'actualité du restaurant, en sourdine. La porte s'ouvrit brusquement. « Neil Danning ?» demanda l'un d'eux. « Oui. » « Vous avez été signifié. » Un dossier fut déposé sur le bureau avec une précision clinique. Neil fixa l'assignation, la mâchoire serrée. « C'est une erreur, » balbutia-t-il. « Je ne voulais pas mettre en danger le magasin. Nous avions des investisseurs en visite. J'essayais de protéger la marque. »« Mais la marque se protège elle-même maintenant, » répondit l'homme. « Et vous n'êtes pas du bon côté. » Neil s'affala sur sa chaise, le visage blême. De l'autre côté de la ville, Marcus monta sur une petite scène de studio installée pour une conférence de presse d'urgence. Les caméras pointaient vers le simple podium arborant l'emblème du Monroe Dining Group. En coulisses, les producteurs chuchotaient dans leurs casques, ajustant l'éclairage et libérant le signal pour la diffusion nationale. Marcus ajusta le micro et commença sans plaisanterie. « Je m'appelle Marcus Monroe. Et cette semaine, mon fils a été brûlé par un employé d'un restaurant que j'ai construit. » Il marqua une pause, le regard fixe. « Ce n'est pas la première fois que nous recevons des plaintes pour mauvaise conduite dans nos locaux. Mais ce sera la dernière fois que nous les ignorons. Aujourd'hui, nous annonçons un nouveau protocole de sécurité dans toutes nos succursales. Un protocole qui entrera en vigueur immédiatement. » L'écran derrière lui afficha un logo, lettres dorées sur fond noir, The Elia Standard. Il poursuivit d'une voix calme mais inébranlable. « À partir d'aujourd'hui, chaque employé, de la plonge au bureau de district, suivra une formation intensive sur les préjugés culturels. Audits comportementaux hebdomadaires. Surveillance en cuisine avec suivi en direct. Et surtout, une responsabilisation qui n'attend pas la tragédie. » Les journalistes levèrent la main, mais Marcus n'en avait pas fini. Il ne s'agit pas d'image publique. Il s'agit de responsabilité publique. Au sous-sol, Colby regardait la retransmission depuis un coin sombre. La sueur lui perlait au front. « Il transforme ça en mouvement, » murmura-t-il. « Il m'utilise pour faire le ménage. » Son téléphone vibra de nouveau, cette fois un message d'un numéro anonyme, avis d'enquête interne, rapport de comportement antérieur réouvert. À votre disposition pour toute information complémentaire. Il laissa tomber le téléphone comme s'il avait été piqué. De retour au siège, Marcus retourna à son bureau. Un jeune collaborateur s'approcha, tablette à la main. « Monsieur, la réaction des médias est globalement positive. Mais certains médias disent que c'est trop dur, une surcorrection. » Marcus se retourna lentement, le regard perçant. « Si la peau de mon fils avait été d'une autre couleur, serait-il encore à l'hôpital ?» Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que l'accusation diffusait les images de la cuisine. Tous les regards étaient rivés sur la vidéo granuleuse projetée sur le grand écran. Là, filmé depuis le coin du poste de préparation, Colby se tenait debout, une louche fumante à la main. Son sourire narquois était indéniable. Le son grésillait, mais les mots étaient clairs comme du verre. Donnons une leçon à Monsieur 5 étoiles sur le gaspillage alimentaire. Un frémissement parcourut la galerie, des halètements, des murmures, un stylo tombé. Le juge plissa les yeux. Colby, figé à la table de l'accusé, fixait l'écran comme s'il le voyait pour la première fois. Son avocat s'agita, mal à l'aise, lui murmurant quelque chose, mais Colby ne répondit pas. Il savait que le mal était fait. Marcus Monroe était assis derrière le banc de l'accusation, le visage indéchiffrable. Il ne jubilait pas, ne sia même pas. Une main reposait délicatement sur l'épaule d'Elia. Le garçon, la tête encore partiellement bandée, gardait les yeux fixés vers l'avant, la mâchoire serrée, observant la justice se dérouler. Le procureur se leva.
Il est consigné au procès-verbal que cette vidéo a été soumise par un ancien employé de Hart et Ladle, un commis de salle qui l'a enregistré par peur et par conscience. Il se tourna vers le jury. Ce n'est pas un accident. C'est de la cruauté préméditée. Avant même que la défense ait pu présenter une contre-argumentation, la porte du fond de la salle d'audience s'ouvrit. Un homme grand et mince, vêtu d'une veste de chef délavée, entra, escorté par un huissier. Son visage était ridé par l'âge, mais son regard était vif et concentré. « Votre honneur, dit le procureur, l'État appelle Lou Erickson à la barre. » Colby Serraidit. Pour la première fois de la journée, ses doigts tremblaient. Lou marchait lentement, le bruit de ses chaussures de chef résonnant sur le parquet. Il prêta serment d'une voix douce, puis s'installa sur la chaise du témoin, se tordant les mains avant de les croiser sur ses genoux. Il évita de regarder Colby. « Monsieur Erickson, » commença le procureur, « combien de temps avez-vous travaillé avec l'accusé chez Hart et Ladle ? » 4 ans, répondit Lou d'une voix ferme mais lourde. J'étais chef cuisinier à Middownval. Et durant ces 4 années, avez-vous été témoin d'un comportement inquiétant? Lou hésita, puis hocha la tête. Oui. Quel genre de comportement? La salle retint son souffle. Lou degluted. Il trafiquait la nourriture des clients. Il crachait dans les commandes. Il utilisait des ingrédients périmés. Parfois, il laissait tomber des ustensiles par terre et les remettait sans les nettoyer. Une fois, il a mis de l'huile de piment fantôme dans la soupe d'un enfant. Il a dit qu'il voulait voir à quel point le visage de l'enfant rougirait. Le jury recula. L'avocat de Colby se leva d'un bond. Objection, hors de propos et préjudiciable. Retenu en partie, statua le juge, bien que son visage trahît son dégoût personnel. Mais poursuivons en ce qui concerne spécifiquement cette affaire. Lou se pencha en avant. Ce jour-là, quand Colby a versé la soupe sur le garçon, il n'a pas glissé. Il a dit quelque chose avant de quitter la cuisine. J'étais juste là. Qu'a-t-il dit, monsieur Erickson? Demanda doucement le procureur. La voix de Lou baissa. Il a dit, je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et puis, il a ri. Une épingle aurait pu tomber. Dans la galerie, la plume d'un journaliste marqua une pause au milieu d'une phrase. Un juré fronça les sourcils, incrédule. La main d'Elia se serra légèrement dans celle de son père, et Marcus la serra doucement en retour. Aucun des deux ne parla. Il n'en avait pas besoin. Le procureur se dirigea vers sa table, prit un dossier noir et le brandit. Une dernière requête, votre honneur. Marcus se leva du deuxième rang, prit le dossier directement du procureur et se dirigea vers le juge sans un mot. Ses gestes étaient calmes, posés, comme un homme posant la dernière pièce d'un puzzle. Il le tendit à l'huissier, qui le déposa sur le banc. Le juge l'ouvrit lentement. Ses sourcils se levèrent. « J'aurai besoin d'une suspension d'audience pour vérifier cela, » murmura le juge, mais le procureur intervint. « Sauf votre respect, votre honneur, cette information est publique. Puis-je m'expliquer ?» Le juge hocha la tête. « Ce dossier contient la preuve que M. Colby Walker n'utilise pas son vrai nom. Son nom de naissance est Colin Wade. Il y a 5 ans, il a été licencié de son poste de superviseur de camp après qu'un enfant a été brûlé au 2e degré lors d'un « accident » de cuisine impliquant de l'eau bouillante. L'affaire était classée, mais le rapport du personnel, obtenu légalement grâce à notre enquête, établit une chose claire. Ce n'était pas un accident non plus. Le juge se pencha en arrière, les lèvres pincées. « Monsieur Walker, » dit-il d'un ton sévère en se tournant vers l'accusé. « Est-ce vrai ?» Colby ne répondit pas. Son visage était devenu pâle comme un fantôme. Même son avocat parut perplexe. « Je vous rappelle, » dit le juge froidement, « que le parjure est une accusation distincte. » Les lèvres de Colby s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. La salle d'audience semblait s'être arrêtée. Lou le fixa avec une pointe de tristesse. « Vous avez brûlé ce garçon exprès, » dit-il, assez fort pour que toute la salle l'entende. « Vous en avez ri. » Des halètements retentirent à nouveau. Le marteau frappa une fois, sec et définitif. Ce n'était pas la première fois que Colby Walker utilisait la chaleur bouillante pour blesser un enfant. Si ce moment vous a fait bouillir le sang, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre,
car le silence permet à la cruauté de conserver son efficacité. La salle d'audience vibrait d'une énergie fébrile tandis que le jury regagnait ses sièges. Cela avait duré moins de 2 heures, et pourtant le poids de la décision pesait comme un orage sur toutes les personnes présentes. Elia était assis à côté de son père au premier rang, la posture droite malgré les bandages qui dépassaient encore de son col. Le juge demanda le silence et le président se leva. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Colby Walker, coupable de tous les chefs d'accusation. Un hoquet collectif parcourut la salle. Les portes du tribunal grincèrent légèrement lorsque l'huissier s'avança. Colby, toujours vêtu d'un costume froissé, recula visiblement lorsque les menottes claquèrent autour de ses poignets. Il ne dit rien, mais son regard alla du jury aux caméras, et enfin à Marcus Monroe. Marcus se leva de son siège, le regard fixe et inflexible. Tandis que Colby passait devant lui, leurs regards se croisèrent. Le restaurateur se pencha légèrement, d'une voix basse mais claire. Vous n'avez pas simplement versé de la soupe sur un enfant. Vous avez brûlé votre propre avenir. Colby tressaillit, comme si les mots avaient été plus profonds que le verdict. Devant le palais de justice, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une tragédie quelques semaines auparavant avait maintenant déclenché quelque chose de plus vaste. Des carses de reportage bordaient la rue, des journalistes parlant à bout de souffle dans des micros tandis que manifestants et sympathisants se pressaient derrière eux. Des pancartes indiquaient « Justice pour Elia », « Pas de place pour la haine » et « Dignité dans chaque salle à manger ». Les pères se tenaient aux côtés de leurs fils, certains en uniforme scolaire, d'autres en chemise, tous regardant l'histoire se remodeler sur les marches du palais de justice. Marcus ne participa pas à la conférence de presse. Il se tint au bord de la foule, parlant doucement dans un téléphone, les yeux rivés sur la rue en contrebas. « On ne se contente pas de réagir », dit-il dans le combiné. « On reconstruit. » Puis il raccrocha. Le soir venu, son plan avait déjà commencé. 3 heures plus tard, dans le grand concours du Marlowe Center, une foule se rassembla sous des lustres étincelants et des banderoles en velours. Au centre de la scène se dressait un unique podium arborant une plaque noire et or, le Fonds Elia. La salle de bal était remplie de donateurs, de militants, de chefs d'entreprise et de professionnels de la santé, tous réunis par une même mission. S'assurer qu'aucun enfant n'ait à souffrir comme Elia. Les lumières s'éteignirent tandis qu'une vidéo commençait à être diffusée. À l'écran, Elia apparut, assis dans un fauteuil roulant, le visage calme mais marqué par les cicatrices, la voix posée. « Ce qui m'est arrivé n'était pas un accident, » dit-il, levant les yeux vers la caméra. « Mais ce que nous ferons ensuite, c'est ce qui compte vraiment. » La salle applaudissait bruyamment. Certains hommes s'essuyaient les yeux en silence. D'autres regardaient leur propre fils, se demandant comment ils allaient leur expliquer cela. Marcus observait depuis les coulisses, les bras croisés sur la poitrine. Il n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs. Son fils l'avait déjà pris. De retour au Hart et l'Adle de Middownval, la scène du crime, l'air était différent. Les vitres avaient été remplacées. Les tables avaient été déplacées. L'ambiance aux chandelles était restée, mais le personnel avait changé. Aucun visage de la première journée ne subsistait. À leur place se tenaient de jeunes hommes, fraîchement formés, au regard neuf, chacun choisi non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son intégrité. Pourtant, Marcus savait que remplacer du personnel ne suffisait pas. Dans son bureau du centre-ville, bien après minuit, il était assis en face de son conseiller juridique, Terence Wu, et d'un spécialiste des données nommé Martin Clegg. Sur le grand écran, entre eux, le dossier professionnel de Colby brillait de 1000 feux. 3 plaintes. Toutes concernaient de jeunes garçons. Toutes classées sans examen approfondi. Marcus Tapota Lentament Le Bureau. Examiner tous les dossiers de l'entreprise. Rechercher les plaintes concernant des mineurs, en particulier des hommes noirs et latinos. Rechercher les tendances, le langage, les excuses, les licenciements. Je veux un rapport complet dans les 72 heures. Terence hésita. Ça fait des milliers de dossiers. Je m'en fiche, dit calmement Marcus. Je ne laisserai pas un autre Elia seul dans une cuisine avec quelqu'un comme ça. Ailleurs en ville, Colby était assis dans une cellule de détention, le visage pâle, les mains tremblantes. Plus de sourires suffisants. Plus de blagues. Juste le silence glacial des conséquences. De retour à l'école,
Le retour d'Elia fut silencieux mais profond. Il entra dans la classe et trouva son bureau décoré d'un simple mot. Bon retour, Autour de lui, les élèves se saluaient du poing, de petits hochements de tête respectueux. Un professeur, Monsieur Harrow, l'arrêta dans le couloir. Tu t'es levé alors que tu n'y étais pas obligé. C'est ce qui fait de toi un leader. Elia hocha la tête d'une voix basse. Je ne voulais pas être un leader. Monsieur Harrow sourit doucement. C'est ce qui fait de vous un leader. Pourtant, Elia ne parvenait pas à chasser ses souvenirs. Au déjeuner, il s'assit d'abord seul, sa nourriture intacte. Un élève plus jeune passa, marqua une pause, puis se glissa à côté de lui. C'est à cause de toi que mon frère a parlé d'un entraîneur qui lui criait dessus parce qu'il mangeait trop, murmura le garçon. Il a dit, si tu pouvais parler, peut-être qu'il le pourrait aussi. Elia resta silencieux au début. Il baissa simplement les yeux sur son plateau, puis de nouveau sur le garçon. Merci, dit-il doucement. Pendant ce temps, Marcus réunissait son conseil exécutif à huis clos. Nous avons fonctionné avec l'illusion que la bonne cuisine fait un bon restaurant, commença-t-il. Mais les gens viennent pour être vus, pour être respectés, pour se sentir importants. Si nous ne pouvons pas garantir cela, alors nous ne gérons pas de restaurant, nous prenons des risques. Le silence se fit dans la salle. Il poursuivit. À partir d'aujourd'hui, nous mettrons en place des contrôles d'intégrité dans chaque établissement, superviserons la formation par des audits en direct et établirons un accès direct pour les clients afin qu'ils puissent signaler anonymement et immédiatement tout comportement discriminatoire. Chaque restaurant sera tenu de respecter ce que nous appelons désormais la norme Elia. Un jeune superviseur de district leva la main avec prudence. Et qu'en est-il des réactions négatives? Marcus Lou regarda. Il n'y a rien de plus dangereux que le silence. Si quelqu'un nous en veut de protéger les enfants, ce n'est pas notre client. Le superviseur baissa la main, compréhensif. Marcus se tourna vers le grand écran mural, désormais rempli de dossiers de plaintes remontant à 5 ans. Chaque ligne, un nom. Chaque nom, une histoire. Et peut-être, un moment où quelqu'un était presque oublié. Plus maintenant. Il se leva, boutonna sa veste et fit face à la fenêtre, la ville s'étendant au-delà. Et Marcus venait de créer les outils pour les retrouver tous. Elia franchit les portes vitrées de la succursale Art et Ladle de Meadownval et se figea. Le léger carillon au-dessus de la porte résonna comme un lointain souvenir, gravé dans sa peau et son âme. L'odeur était différente, désormais, sans la piqûre des épices et de la vapeur qui autrefois se transformaient en douleur. Elle sentait le propre. La sécurité. La vie. Il fit un pas prudent en avant, scrutant l'espace. Tout avait changé. La lumière chaude ne vacillait plus des vieilles ampoules, mais jaillissait doucement des nouveaux luminaires encastrés au plafond. Les tables étaient plus espacées, le personnel évoluait avec une assurance tranquille, et l'air lui-même semblait plus léger, comme si un poids avait été ôté de ses fondations. Mais ce ne furent ni le décor ni le silence qui arrêtèrent Elia. C'était la plaque fixée au mur du fond, juste à côté du stand d'accueil. Un cadre en acier brossé avec les mots gravés, cet espace fonctionne sous la norme Elia. I'll red in sun souffle. Pendant un instant, ses jambes restèrent bloquées. Il ne regardait pas le métal. Il fixait la preuve que sa douleur avait pris un sens. Une boule lui noua la gorge et des larmes jaillirent, non pas de souvenir ou de peur, mais de quelque chose de plus fort, la fierté. Derrière le comptoir, un jeune homme nommé Darius, large d'épaules, vêtu d'un uniforme noir impeccable, remarqua Elia et lui adressa un signe de tête respectueux. « Bon retour, monsieur Monroe, dit-il chaleureusement. Voulez-vous vous asseoir près de la fenêtre ?» Elia secoua lentement la tête. « Non, je suis juste de passage, » murmura-t-il d'une voix fragile mais posée. À l'étage, au siège du Monroe Dining Group, Marcus Monroe se trouvait dans une atmosphère différente. Il se tenait devant une longue table d'hommes en costume, tous le fixant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Certains avaient soutenu les réformes radicales qu'il avait fait adopter après l'incident. D'autres pensaient qu'il était allé trop loin. Un membre du conseil d'administration, un homme corpulent nommé Grégor Lagne, rompit enfin le silence. « Marcus, personne ne remet en question ton amour pour ton fils. Mais plus de 400 employés remplacés? Une surveillance en temps réel dans chaque cuisine? Des audits hebdomadaires de partialité?
Tu as transformé une enseigne hôtelière en base militaire. Marcus Eni Brancapa. Et pourtant, nos chiffres sont en hausse. La satisfaction client est à son plus haut niveau. Tu dis que j'ai transformé l'entreprise? Je dis que je l'ai transformée en ce qu'elle aurait toujours dû être. Un autre homme se pencha en avant, les doigts serrés. Certains de nos investisseurs pensent que tu as trop personnalisé les choses. Ils sont inquiets. Marcus croisa les bras. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'était pas nécessaire. Quand un enfant est brûlé sous notre toit, et que nous appelons cela du business, alors nous avons déjà perdu notre âme. Si protéger chaque garçon qui franchit ces portes me rend trop personnel, alors j'espère qu'ils trouveront un dirigeant plus froid ailleurs. Au moment où il s'asseyait, James Hollow, le doyen du conseil d'administration et le seul à ne pas avoir parlé, fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe scellée. Sa main burinée trembla légèrement lorsqu'il la passa sur la table. Marcus haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» James désigna l'enveloppe d'un signe de tête. « Un message. De quelqu'un qui a vu ce que vous avez fait. Qui comprend ?» Marcus l'ouvrit lentement, dépliant l'épais papier crème à l'intérieur. Un court mot, écrit en cursive régulière, le fixait « Votre fils vous a réveillé. Vous nous avez tous réveillés. C'est votre chaîne maintenant, guidez-la bien. » Il n'y avait pas de signature, mais Marcus n'en avait pas besoin. Il reconnaissait l'écriture. C'était Thomas Holloway, le fondateur de l'entreprise, celui-là même qu'il avait appelé silencieusement depuis la fenêtre de l'étage le jour où Elia avait été brûlée. Le message n'était pas seulement une bénédiction. C'était un héritage transmis. Marcus resta assis, immobile, le papier sur ses genoux. Dans la salle, les voix se turent, hésitant entre insister davantage et lui laisser de l'espace. Mais il prit la parole le premier. « Il a tout observé ce jour-là, » dit Marcus doucement. « Et maintenant, il m'a donné son dernier mot. » Il n'y eut plus de débat. Plus d'objection. Juste de la compréhension. Plus tard dans la soirée, Marcus retourna à son bureau. Debout près de la fenêtre, il contemplait la ville tandis que les lumières clignotaient en contrebas. Le mot resta sur son bureau. Sa main, l'espace d'un instant, plana dessus comme une promesse matérialisée. Un symbole non seulement de douleur, mais aussi de responsabilité assumée. Au même instant, Elia sortit du restaurant. Il resta un moment sur le trottoir, regardant les familles passer, les rires résonnant d'un immeuble à l'autre. Il se tourna pour regarder une dernière fois le nouveau Arteladle. Il ne ressemblait plus à l'endroit où il avait été blessé. C'était comme si quelque chose avait été reconquis. Comme une cicatrice guérie et devenue plus forte. Alors qu'il s'éloignait, la plaque près de la porte capta le soleil couchant et le reflétait doucement sur le trottoir. Et les brûlures d'Elia avaient déclenché quelque chose de bien plus grand qu'une vengeance. Elles avaient déclenché une révolution. Certaines entreprises ne règlent les problèmes qu'après des poursuites judiciaires. La publicité tournait en boucle, à la télévision, sur des bannières en ligne et même sur des panneaux d'affichage numérique du centre-ville. Le logo de Forge et Fork clignotait dans un coin de chaque écran, tandis que des images impeccables de leurs cuisines impeccables et de leur personnel souriant contrastaient fortement avec l'image floue du désormais tristement célèbre incident de la soupe de Arteladle. Le nom d'Elia n'était pas mentionné, mais la référence était évidente. L'intention était claire, transformer une tragédie en outil marketing d'un concurrent. Marcus Monroe se tenait dans la salle de réunion, les bras croisés, le visage éclairé uniquement par la vidéo clignotante sur l'écran mural. Autour de lui étaient assis une douzaine d'hommes, de jeunes chefs de service, des directeurs régionaux, des coordinateurs logistiques et des responsables de la sécurité. Tous avaient été triés sur le volet pour leur intégrité, leur loyauté et leur potentiel de leadership. La salle était silencieuse, lourde du poids du moment. Marcus prit enfin la parole, d'une voix basse et mesurée. « Nous avons construit quelque chose de meilleur après le pire jour de la vie de mon fils. Nous ne l'avons pas fait pour faire bonne figure. Nous l'avons fait parce que nous lui devions, ainsi qu'à chaque client, quelque chose de plus. » Il se détourna de l'écran, croisant le regard de chaque homme un par un. « Mais maintenant, on nous dit que nous avons changé uniquement par nécessité. Que nous avons agi par peur. Dites-moi, comment rétablir la confiance non seulement avec les clients, mais aussi avec nous-mêmes? À chaque table, à chaque plateau, à chaque point de contact ?» Un long silence suivit. Puis, lentement,
l'un des responsables, un responsable logistique à la voix douce nommé Derek, leva la main. Pour être honnête, monsieur, nous avions l'habitude d'ignorer les plaintes. Surtout si le client n'avait pas l'air d'être à sa place. Il deglutit difficilement. Ce n'était pas intentionnel. Mais, parfois, les préjugés se cachent sous le tablier. Un autre responsable, grand et nerveux, les mains nerveuses, acquiesça. Il y a eu des moments où je détournais le regard. Je pensais que ce n'était pas à moi de dire quelque chose. Marcus ne l'interrompit pas. Il écouta, le visage indéchiffrable, les mains posées sur la table en verre. Lorsqu'ils eurent terminé, il hocha lentement la tête. « C'est vous que je veux diriger, » dit-il. « Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous n'avez plus peur de dire la vérité. » Au cours des 2 heures suivantes, les hommes élaborèrent un cadre qui allait devenir le fondement d'une nouvelle initiative. Elle s'appellerait Kitchen Eyes, un programme d'inspection discret et en direct impliquant des employés infiltrés se faisant passer pour des clients ordinaires. Pas seulement des clients mystères, mais de vraies personnes, des adolescents, des hommes âgés, des vétérans handicapés. Chacun documenterait la qualité du service et le comportement des employés du point de vue des clients. La mise en œuvre fut rapide. Chaque restaurant Hart et Ladle reçut des visites inopinées en une semaine. Le personnel commença à chuchoter nerveusement, se demandant qui étaient vraiment les clients. Et peu à peu, la culture commença à évoluer, non pas par peur, mais par responsabilisation. Mais à mesure que l'élan prenait, la résistance grandissait. Tard dans la nuit, Marcus reçut un SMS d'un ancien contact du marketing. Forge et Fork prépare une nouvelle attaque. Les publicités se répandent à l'échelle nationale. Il présente l'affaire Elia comme une tentative de dissimulation. Marcus reposa prudemment le téléphone, expirant en contemplant les gratte-ciel depuis son bureau. Les lumières de Midtown Val clignotaient comme des signaux lointains. Il se souvenait de l'expression d'Elia à l'hôpital, des bandages, du silence, du doute. Cette image le hantait, alimentant tout ce qu'il faisait. Il décrocha le téléphone et appela son responsable communication. Demain matin, réunissez toute l'équipe de crise. Je veux que tous les réseaux sociaux, les sites d'avis clients et la ligne d'assistance téléphonique des employés soient surveillés. Ce n'est pas seulement une guerre de marque. C'est personnel. Le lendemain, Forge et Fork lança une deuxième vague de publicité. Cette fois, elles ne furent pas subtiles. Leur PDG, Brandon Dick, se tenait devant les caméras lors d'un événement médiatique, une banderole derrière lui indiquant « L'intégrité n'a pas besoin de poursuites judiciaires pour faire ce qui est juste ». Son discours a dépeint Hart et Ladle comme une entreprise réactive, et non proactive. Il n'a jamais mentionné Marcus par son nom, mais son ton était teinté de moquerie. Marcus suivait la couverture depuis la salle de presse du Monroe Dining Group. Sa mâchoire était serrée, son regard calme, mais sous la surface, un feu couvait. Il se tourna vers son directeur de recherche. « Rassemblez tout ce que nous avons sur Forge et Fork. Plainte des employés. Procès réglé. Information de lanceur d'alerte. Je veux des faits, pas des rumeurs. » En quelques heures, l'équipe découvrit 5 plaintes pour faute professionnelle passées sous silence. L'une concernait un serveur qui avait renversé de la sauce bouillante sur un livreur lors d'un litige de livraison. Une autre révélait le licenciement d'un chef de cuisine pour avoir proféré des insultes à un client sourd. Chaque affaire s'était soldée par un pot de vin et des accords scellés. Alors que l'équipe débattait de la réponse à apporter, Marcus resta silencieux, épluchant chaque rapport avec le cœur lourd. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de concurrence entre entreprises. C'était une question de principe. Plus tard dans la soirée, il rencontra Darren Price, une jeune étoile montante de l'entreprise qui avait récemment mené un redressement dans l'une des succursales les plus difficiles. « Que dois-je faire, à votre avis ?» demanda Marcus. Darren hesita. Si vous ripostez maintenant, cela pourrait ressembler à une vengeance. Mais si vous restez silencieux, les gens pourraient penser que Dick a raison. Marcus hocha lentement la tête. Alors, on change de sujet. Le lendemain matin, sans l'annoncer à la presse, Marcus lança une campagne nationale audacieuse. Loin d'être défensive, Forge et Fork n'y étaient pas mentionnés. Sur les panneaux d'affichage, aux arrêts de bus et sur les quais de métro, un message se dressait fièrement en lettres noires sur fond blanc. Dignité. Sans exception. En dessous, une seule ligne,
un Monroe Dining standard. Les clients l'ont remarqué. Les employés aussi. Et tandis que Brandon Dick s'empressait de lancer sa nouvelle série de publicités tape à accent grave-l'œil, Marcus reçut un message discret d'un vieil ami travaillant dans un média, subtil. Incisive. Et plus puissant que n'importe quel discours. Dans les cuisines de Hart et Ladle, le personnel affichait le message de la campagne dans les arrière-boutiques et les espaces de pause. Certains employés pleuraient en le lisant. D'autres se redressaient un peu. Et à mesure que la campagne gagnait en popularité, Marcus comprit que ce n'était pas une question de bruit, mais de valeur. Et c'était une bataille qu'il avait déjà commencé à gagner. Et Marcus a compris que ce n'était pas que du business. C'était un avertissement. Tu crois que ça va disparaître juste parce que tu es resté silencieux? La voix de Marcus Monroe était calme, presque trop calme, assis en face de la table du conseil, la lueur d'un écran d'ordinateur se reflétant dans ses yeux. La vidéo passait en boucle, un reportage interne présentant la dernière campagne publicitaire de Forge et Fork. La voix d'un narrateur habile interrogeait « Fais-tu confiance à la nourriture qu'on te sert, ou seulement aux excuses après le procès ?» Le nom de Hart et Ladle n'était pas mentionné, mais tout le monde savait à qui s'adressait la publicité. Marcus s'adossa à sa chaise, silencieux un instant. Autour de lui, son équipe de direction attendait des instructions, le regard perçant d'inquiétude. Brandon Dick, le PDG de Forge et Fork, n'avait pas seulement lancé une campagne, il en avait fait une affaire personnelle. Et Marcus savait exactement pourquoi. Des années auparavant, Dick avait postulé à un poste de direction chez Monroe Dining Group. Ses références étaient impeccables, son charisme indéniable. Mais Marcus avait creusé plus profondément, découvrant des liens avec une société écran liée à des violations de la sécurité alimentaire à l'étranger. Il avait rejeté la demande sans explication publique. Dick n'avait pas oublié. Plutôt que de réagir avec fureur, Marcus prit son téléphone et passa un appel. « Obtenez-moi tous les dossiers juridiques, accords et rapports d'incidents concernant Forge et Fork au cours des 6 dernières années, dit-il à son responsable de la conformité. Tout. Aucune fuite. Pas encore. En 48 heures, les analystes avaient rédigé un rapport suffisamment épais pour faire un bruit de claquement lorsqu'il était déposé sur le bureau de Marcus. Il détaillait 5 cas distincts de fautes professionnelles, tous discrètement réglés à l'amiable. L'un d'eux concernait un serveur d'un restaurant Forge et Fork à Denver qui avait renversé de la sauce bouillante sur la jambe d'un livreur, puis avait menti sur le rapport. L'entreprise avait versé un accord, scellé le dossier et gardé l'employé. Marcus feuilleta les documents, page par page, le poids de chaque dossier étant plus lourd que le précédent. Chaque incident reflétait une partie de l'histoire d'Elia. Mais ce n'était pas de simples coïncidences, c'étaient les symptômes d'une culture fondée sur la dissimulation. Pourtant, Marcus ne se précipita pas. Il organisa une rencontre privée avec Dick grâce à des contacts mutuels dans le secteur. Pas de presse. Pas d'avocat. Juste deux et la vérité entre eux. La réunion eut lieu dans une salle à manger privée au sommet d'un hôtel de luxe. Les fenêtres donnaient sur l'horizon, mais aucun des deux hommes n'admira la vue. Dick arriva en costume sur mesure, souriant avec la suffisance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. « Tu voulais parler ?» dit Dick en s'asseyant et en déboutonnant sa veste. Marcus ne perdit pas une seconde. Il ouvrit la chemise en cuir et la glissa sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies des rapports d'inconduite. Aucun commentaire. Juste des faits. Le sourire de Dick s'estompa légèrement lorsqu'il parcourut les pages. « Ce sont des vieux documents, » dit-il à voix basse. « Les choses arrivent. On règle les comptes. C'est le business. » La mâchoire de Marcus se crispa, mais sa voix resta ferme. « Tu lances des pierres, mais tes murs sont fissurés. » Dick rit doucement en rejetant le dossier. « C'est le business. » Marcus se leva lentement et posément. « Ce n'est pas le mien. C'est ma famille. » Il ne frappa pas la chaise et ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son regard en disait long. Ce soir-là, Marcus rencontra son stratège média, son conseiller juridique et son directeur artistique. « Nous ne répondons pas à Dick. Nous parlons à ceux qui sont assis à nos tables, » dit-il. « Il ne s'agit pas d'une guerre de presse. C'est une question de confiance. » Au matin, les premiers panneaux d'affichage ont été installés. Un simple fond blanc. Des lettres noires audacieuses. Dignite. Sans exception.
Ils sont apparus à Times Square. Dans les bus. Le long des autoroutes. Dans les halls des restaurants. Pas de logo, pas de mention de marque, pas d'excuses. Juste une déclaration. Une promesse. Les clients l'ont remarqué. Les employés aussi. Art et Ladle a constaté une augmentation immédiate de l'engagement. Les courriels ont afflué de la part des clients remerciant l'entreprise d'avoir défendu non seulement Elia, mais tous ceux qui s'étaient un jour sentis invisibles. Et Marcus? Il n'a plus prononcé un mot sur Dick en public. Mais au siège social de Forge & Fork, Dick a vu sa campagne de diffamation se retourner contre lui. Un de ses investisseurs l'a appelé directement. Ils n'ont pas riposté, a-t-il déclaré. Ils ont pris les devants. Et ils ont entraîné le public avec eux. Dick ne répondit pas. De retour au Monroe Dining Group, Marcus passa devant une nouvelle fresque numérique installée dans le hall, des photos de famille, d'enfants et de leaders communautaires sous les mêmes mots qu'il avait choisis pour chaque écran, chaque panneau d'affichage et chaque entrée de cuisine. Dignité. Sans exception. Et le public a répondu, non pas par le bruit, mais par la confiance. Noah, c'est bon. Tu peux parler, dit doucement Elia en s'agenouillant à côté du garçon de 10 ans assis, tremblant, dans un coin de la salle de réunion de Burn Forward. Noah secoua la tête, les bras serrés autour de ses genoux. Sa lèvre tremblait tandis que des larmes roulaient sur ses joues. Le silence régnait dans la salle. Une douzaine de garçons, tous âgés de 8 à 15 ans, étaient assis en cercle. La plupart baissaient les yeux, incertains de la réaction à adopter. Quelques-uns jetaient un coup d'œil vers Elia, espérant qu'il saurait quoi faire. « Y pensáis » murmura finalement Noah, la voix brisée, je pensais être le seul à être dévisagé comme si je n'étais pas à ma place. Les mots frappèrent Elia comme une vague. Il sentit son souffle se couper l'espace d'une seconde, puis posa doucement une main sur l'épaule de Noah. Le garçon ne broncha pas, mais il ne leva pas non plus les yeux. « Tu n'es pas le seul, » dit doucement Elia. « Et tu n'es pas invisible ici. » L'air dans la pièce changea. Les autres garçons commencèrent à hocher la tête, certains les yeux humides, d'autres serrant les poings comme s'ils comprenaient soudain qu'ils n'étaient pas seuls. Elia s'assit sur ses talons, les regardant chacun d'eux d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être vu, » dit-il en croisant le regard de Noah. « Tu dois juste rester debout. » Noah leva enfin les yeux. Et dans cet instant fragile, un non-dit passa entre eux, la reconnaissance. La salle n'éclata pas en applaudissements. Ce n'était pas nécessaire. Le silence disait assez. C'était le son de la sécurité qui s'installait enfin dans les jeunes cœurs. Ce moment unique, capturé par la caméra d'un téléphone portable par un bénévole discret nommé Jonah Westbrook, allait devenir viral en moins de 24 heures. La vidéo se répandit sur les réseaux sociaux, fut reprise par les journaux locaux et finit par atterrir dans les émissions matinales nationales. En une semaine, Burn Forward reçut plus de 12 000 courriels. Des écoles demandaient des visites, des parents demandaient comment inscrire leurs fils et des donateurs proposaient des fonds pour développer le programme. Elia ne demanda rien de tout cela. Il retourna simplement à la séance suivante, presse-papier à la main, prêt à écouter. Il ne se considérait jamais comme un leader, mais tout le monde commençait à le faire. De retour chez lui, Marcus Monroe regardait les vidéos tranquillement, son téléphone dans une main, son café dans l'autre. Le soleil matinal baignait le sol de son bureau tandis qu'il lisait les gros titres louant l'empathie et la compassion de son fils. Force. Il sourit, mais ce n'était pas la fierté qui l'envahissait, c'était l'émerveillement. Non pas devant ce qu'Ellie avait survécu, mais devant la façon dont il avait transformé cette douleur. Cette même semaine, Marcus prit une décision qu'il méditait depuis des mois. Sans tambour ni trompette, il quitta son rôle quotidien de PDG de Monroe Dining Group. Le conseil d'administration fut surpris, mais pas déconcerté. Il avait déjà posé les bases. Et lorsqu'il nomma son remplaçant, un jeune directeur régional nommé Darren Price, certains s'inquiétèrent. Darren était discret, modeste, et on l'avait même pris pour un plongeur lors de son premier jour au siège. Mais Marcus l'avait choisi précisément pour cette raison. Darren, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est mal jugé, déclara Marcus au conseil d'administration. Et ceux qui ont été sous-estimés ont tendance à voir ce que les autres ne voient pas. Darren ne fit pas de grands discours. Son premier acte en tant que PDG fut ce qu'il appelait la tournée, sur le terrain. Pas de limousines. Pas de fanfare.
Il se rendit dans chaque restaurant Art et Ladle en basket et en jean, discutant avec les clients, débarrassant les tables, demandant au personnel de cuisine comment améliorer les choses. Un après-midi, Darren et Marcus se retrouvèrent au siège social récemment rénové. Les deux hommes se tenaient sur la terrasse d'observation, surplombant la ville. Marcus remarqua que Darren restait près de la fenêtre, les épaules droites mais sans raideur. Il n'était pas débordé, il était concentré. « Ça va ?» demanda Marcus. Darren hocha la tête. « Je veux juste bien faire les choses. » Marcus lui donna une tape dans le dos. « Alors tu as déjà une longueur d'avance. » Pendant ce temps, Elia continuait de diriger Burn Forward avec une discipline discrète. Il examinait chaque candidature lui-même, rencontrait les conseillers d'orientation et élaborait des guides de mentorat avec une petite équipe d'anciens enseignants et d'animateurs jeunesse, tous des hommes, tous bénévoles. Chaque séance suivait le même principe, personne n'est réparé, car personne n'est brisé. Ce soir-là, après une longue séance qu'il avait épuisée mentalement, Elia s'assit sur le balcon de leur maison à côté de son père. Les lumières de la ville brillaient en contrebas comme des étoiles éparses. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était chargé de souvenirs, de douleurs, de progrès. Au bout d'un moment, Elia prit la parole d'une voix calme. « Ai-je tout gâché ce jour-là » La lettre arriva peu après midi, remise en main propre dans une enveloppe blanche impeccable, marquée du sceau de la ville. Elia était assis près de la fenêtre du salon, un livre non ouvert sur les genoux, lorsque son père entra, le tenant à la main. « Elia, » dit Marcus d'une voix calme mais curieuse. « C'est pour toi. » Elia la prit lentement, étudiant l'élégante écriture au recto. « Du tribunal » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Marcus se contenta d'acquiescer. Le poids de l'enveloppe lui semblait plus lourd que du papier. Elia l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre pliée en trois, accompagnée d'un épais certificat bordé d'or. Il lut à voix haute, « La justice n'est pas toujours une question de punition. Parfois, c'est une question de prévention. Vous nous avez tous aidés à voir ce que nous ignorions. » La signature était celle du juge Nathaniel Kerry, l'homme qui avait présidé le procès de Colby. Elia cligna des yeux. Puis il sortit le certificat, son nom gravé sous un sceau officiel. Défenseur honoraire de la jeunesse, département de l'éthique publique. Un long silence s'ensuivit. Marcus se tenait derrière lui, une main posée délicatement sur son épaule. Elijah deglutit difficilment. Ça ne me semble toujours pas réel, murmura-t-il. Marcus hocha légèrement la tête, les yeux rivés sur le certificat. C'est parce que ça n'était pas censé arriver. Mais puisque c'est arrivé, cela signifie que ça n'aura plus jamais lieu. La semaine suivante, la ville organisa une petite cérémonie dans un palais de justice historique du centre-ville. Elia portait un blazer bleu marine, le premier qu'il ait jamais possédé. La salle était comble, juges, représentants de l'État et quelques journalistes. Alors que le maire, un homme grand et chauve aux sourcils profondément ridés, montait sur scène, les flashs des appareils photos se mirent à s'allumer. Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement la force d'un jeune homme, mais aussi son impact, dit le maire en désignant Elia d'un geste. Il nous a rappelé que le changement ne vient pas toujours de voix fortes, mais peut naître d'une douleur silencieuse rendue visible. Quand Elia monta sur scène pour recevoir le prix, les applaudissements lui parurent lointains, comme des échos dans le brouillard. Il prit le certificat, serra la main du maire et sourit aux caméras. Mais alors qu'il se retournait pour quitter la scène, il se pencha vers son père et murmura. « J'échangerai tout ça pour que ce jour n'arrive pas. » Marcus le regarda d'une voix basse et ferme. « Mais regarde ce que tu en as fait. » Plus tard dans l'après-midi, ils traversèrent la ville en voiture jusqu'au Art et Ladle d'origine, désormais complètement transformé. Les vitrines brillaient de verre neuf, et l'ancienne enseigne avait été remplacée par des lettres en gras indiquant la maison Elijah. À l'intérieur, le décor avait changé, ce n'était plus un endroit froid et élégant construit uniquement pour les apparences. Maintenant, l'endroit était chaleureux, ouvert, plein de sens. Un jeune homme les accueillit à la porte. « Bienvenue dans notre nouveau centre de formation, Monsieur Monroe. » « Elia, » dit-il avec un hochement de tête respectueux. Son badge indiquait Aaron, directeur culturel. Marcus acquiesça, laissant Elia entrer en premier. Ils passèrent lentement devant des présentoirs enseignant la résolution de conflits,
des modules de formation à l'empathie et des simulations d'interaction avec les clients. L'odeur du pain frais flottait encore dans l'air, mais cet endroit avait changé. Ce n'était plus seulement un restaurant. C'était un terrain d'essai. Alors qu'ils atteignaient le fond de la salle à manger, Aaron s'arrêta devant une alcôve silencieuse séparée par une vitre dépolie. « On a pensé que ça devait être ici », dit-il en ouvrant doucement la porte. À l'intérieur, accrochée sur un mur en bois chaleureux sous un projecteur, se trouvait une photo encadrée. Elia, pris en plein rire sur le vif pendant sa convalescence, se tenait debout, fier et confiant. Ses cicatrices de brûlure étaient visibles, mais sa résilience l'était tout autant. Sous la photo, gravée dans de l'acier poli, figurait une citation « La gentillesse n'est pas une règle. C'est personnel ». Elijah fixed a longment la plaque. Son reflet se brouilla dans la vitre. Derrière lui, Marcus se tenait immobile, les bras croisés, silencieux. À ce moment, un journaliste entra, accompagné d'un photographe. I'll leva parliament la main. Monsieur Monroe? Puis-je vous demander si cette plaque faisait partie de votre stratégie de marque? Une sorte de geste symbolique pour la presse? Marcus tourna lentement la tête, les coins de sa bouche ne formant pas un sourire. Non, dit-il d'une voix mesurée et posée. Ses yeux ne quittaient pas la plaque. Cette plaque est une promesse. Elia se tenait au centre de la scène, les projecteurs encadrant sa silhouette élancée sur le fond élégant du gala Burn Forward. La salle de bal bondée était silencieuse, pas de verre qui trinquait, pas de bavardage chuchoté. Juste le calme, l'impatience et le poids de tous les regards. Des garçons de tous âges remplissaient les tables éclairées aux bougies devant lui, assis aux côtés de mentors, d'entraîneurs, de pères et de professeurs. Certains portaient des costumes trop grands, d'autres serraient nerveusement leurs mains sur leurs genoux. Tous le regardaient, non seulement comme un survivant, mais comme le miroir de leur propre peur, espoir et combat invisible. Le micro tremblait légèrement dans la main d'Elia, mais sa voix, lorsqu'elle arriva, était ferme. Quand j'étais par terre, à hurler, je pensais que personne ne me croirait. Un silence s'installa encore plus profondément, comme un souffle retenu, dans toute la salle. Je pensais qu'il dirait que j'avais tout inventé, poursuivit-il, scrutant lentement la foule du regard, ou que j'avais réagi de manière excessive. Que c'était juste une mauvaise blague. Il marqua une pause. Dans la faible lueur des bougies, son visage était calme, mais ses yeux brillaient de ce souvenir. La douleur brûlante, le son de ses propres cris résonnant sur les murs cirés, la façon dont les gens s'étaient figés, ne sachant s'il fallait aider ou se taire. Derrière lui, un grand écran de projection diffusait des images silencieuses de l'année écoulée. Non pas le moment de l'incident, mais la guérison. Elia dans son lit d'hôpital, la tête enveloppée de gaz. Elia lors de sa première apparition publique, assis tranquillement pendant que son père s'adressait à la presse. Elia traversant Hart et l'Adle Meadownval, s'arrêtant devant la plaque qui portait désormais son nom. Mais la vérité, c'est que, dit Elia, et sa voix se transforma presque en murmure, ce n'était pas à propos de la soupe. Il s'écarta légèrement du micro, les doigts desserrés le long du corps. C'était à propos d'être invisible dans un endroit où j'aurais dû être traité comme tout le monde. Un garçon près du premier rang, peut-être 11 ans, remua sur son siège. Son mentor, un homme aux larges épaules en blazer gris, posa doucement une main sur son épaule. De l'autre côté de la salle, plusieurs garçons hochèrent la tête sans s'en rendre compte. Une reconnaissance silencieuse se fit entendre de table en table. Le regard d'Elia s'attarda sur eux. Sa voix s'amplifia. « Aujourd'hui, je ne suis pas invisible. Et aucun d'entre vous non plus. » Il se redressa, sa silhouette soudain plus grande que nature sous les projecteurs. « Et nous allons faire en sorte qu'aucun garçon ne se sente obligé de se taire pour sa sécurité. » Les mots retentirent comme le tonnerre. L'espace d'un instant, la salle resta suspendue dans l'admiration, puis une ovation debout éclata. Les chaises raclèrent, les applaudissements résonnèrent sur les lustres en cristal, et des dizaines de jeunes garçons se levèrent avec leurs mentors, applaudissant non seulement pour Elia, mais aussi pour eux-mêmes, pour chaque instant où ils se sentaient invisibles et savaient désormais qu'ils n'étaient pas seuls. Du premier rang, Marcus Monroe se leva lentement, sans applaudir, sans bouger, se contentant d'observer. Son expression était indéchiffrable pour la plupart, stoïque, calme, mais ses yeux brillaient sous les lumières du plafond.
Il avait passé toute sa vie d'adulte à exercer le pouvoir en coulisses, à bâtir des empires par le silence et le contrôle. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce que signifiait voir son fils s'élever, non pas à cause de ce qu'on lui avait fait, mais à cause de ce qu'il avait choisi d'en faire. Lorsque les lumières s'éteignirent et que la foule commença à se calmer, Marcus se pencha en avant. Le bruit des applaudissements se transforma en murmure, et sa voix, bien que douce, atteignit Elia comme le tonnerre. « Tes cicatrices ne t'ont pas arrêté » dit Marcus en posant doucement une main sur le dos de son fils. « Elles ont éclairé le chemin. » Elia se tourna légèrement, son regard croisant celui de son père, puis il baissa les yeux sur sa main. La peau était cicatrisée, lisse mais tendue, portant le souvenir en forme, et non la douleur. Ce n'était plus à vif. Mais la marque restait. Un rappel. Non pas de faiblesse. Mais du feu qui a survécu. Et de ce feu est né un héritage. Il pensait servir de la soupe, mais il a servi un procès. Si vous défendez la justice, le pouvoir et la protection, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les conséquences dévastatrices de la discrimination et des abus. Son objectif est d'inspirer des discussions sur la justice, la responsabilité et l'impérieuse